Il y a des stats qui sortent où il est démontré que les tâches juridiques font partie des 3 plus automatisables. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Où c'est indiqué que 44% des tâches juridiques pouvaient être automatisées. Les 2 seuls qui étaient devant, c'était service client et traduction. De plus en plus d'avocats sont en train de se former aux outils parce qu'ils se disent que si un non-avocat ne me remplace pas, ça va être un avocat en fait, c'est-à-dire un avocat qui va utiliser un outil comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast AI Voices. Et messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, l'IA dans le droit. Et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Benjamin. Benjamin, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, merci à toi de me recevoir. Donc moi, je suis formateur IA. Je me suis spécialisé dans les professions juridiques, surtout les avocats et juristes. Donc sur les plus de 700 personnes que j'ai formées aujourd'hui, j'arrive à plus de 300 professionnels du droit. J'ai un master 2 de droit. Droit du numérique, propriété intellectuelle, données personnelles, 12 ans maintenant. Plein de thématiques qui m'intéressent ici. Et j'ai été juriste plus de 7 ans. Je vais pas te mentir, j'ai toujours voulu être avocate et donc aujourd'hui, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu. Quand tu rencontres justement des avocats, des juristes, sur quel cas d'usage tu travailles ? Septembre 2023, les avocats, c'était pas encore ça. C'est-à-dire, ils étaient très anti. Et donc, ils s'y sont mis petit à petit parce qu'ils ont eu des avocats qui l'ont testé, qui ont testé l'IA générative, ChatGPT et autres, et ils ont vu que les cas d'usage sont vraiment intéressants. Ça va être toutes les tâches administratives qui leur prennent beaucoup de temps. Okay. Donc la première, ça va être la gestion des mails, les brouillons de réponse aux mails, juridiques si possible, le classement des mails. Ça va être des assistants ultra spécialisés pour rédiger des actes. Donc là, dernièrement, j'ai une cliente qui a souhaité un assistant pour rédiger des politiques de confidentialité de manière automatisée. Elle m'a fourni 2 modèles. Elle m'a dit que 90% de ses clients, en gros, c'était avec ces 2 modèles-là. Les 10% autres, elle gère. Donc tu as créé 2 assistants IA dédiés. Alors avec un seul. 2... On en a réussi à en faire un. Et avec des instructions ultra précises. Et avec ce petit tip, ce que je donne, une seule question à poser à l'assistant, ou plutôt on clique, c'est de quels éléments as-tu besoin pour rédiger ça. Et donc, il y a une liste très précise de choses. Et ça, c'est un exemple. Et on peut faire ça avec tous les types d'actes juridiques, des contrats, des conventions, des statuts, etc. Donc, c'est principalement l'aspect rédactionnel. Alors oui, les 2 choses qui font le plus, c'est rédiger et rechercher. Parce que parfois, la recherche juridique, c'est très laborieux, en fait. Et là, une IA, on lui demande juste, mon client souhaiterait voir s'il peut utiliser les données des clients, des prospects qu'il trouve sur Instagram pour leur envoyer une proposition commerciale ou plutôt une offre. Est-ce que je peux le faire, etc. Et là, une IA répond. Elle te dit oui ou non ? Elle dit a priori non, puisque normalement il faut le consentement des personnes. Mais l'intérêt légitime peut jouer, c'est de la prospection. Enfin voilà. Mais sinon, t'as l'option de création de contenu. Je pense que pour déjouer ce truc du B2C, tu vois, parce que j'étais très B2B, tu vois, mais pour déjouer le truc du B2C, en fait, rien de plus facile que de créer du contenu, du coup, ou de créer des, tu vois, ce qu'on appelle des lead magnets, des ressources gratuites. C'est ça. Pareil, c'est en débat. Ils n'ont pas le droit de faire de la pub. T'as pas cas de ils ont le droit d'éduquer quand même, non ? En France, ça commence à changer un peu, où tu fais pas de la pub, c'est-à-dire venez me voir et tout. C'est tu apportes de la valeur, tu montres que tu es une personne qui connaît bien le sujet, et donc les personnes qui auront un besoin pourront dire ok, cette personne-là, cet avocat ou avocate, c'est de quoi il ou elle parle. Donc, j'irai voir cet avocat-là. Tu vas présenter des cas d'usage. C'est tout le travail d'éducation, globalement, qui va te permettre de... Le premier point qui m'a interpellé, c'est la confidentialité des données. Oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton avis sur la confidentialité des données ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec l'IA et voilà, être un peu plus sécure, d'autant plus sur des métiers comme ceux des avocats ? C'est vrai que je lis beaucoup confidentialité et souveraineté, en fait. Une bonne confidentialité, savoir ces données en France, hébergées en France, qui ne sortent pas de France. Donc, c'est des serveurs français. C'est pas des serveurs Azure, par exemple, alors que tout le monde est chez Microsoft. Même si les serveurs sont en Europe,
il y a toujours une possibilité, et d'ailleurs ça arrive, qu'il y ait un transfert aux États-Unis parce que c'est une boîte américaine qui est soumise au droit américain. La plus connue, bien sûr, c'est OVH, mais il y en a plein, il y en a vraiment d'autres. En Suisse, donc où je vis, il y a Proton, Infomaniac, et l'IA n'arrange strictement rien, puisqu'à part Mistral aujourd'hui, c'est 100% outils américains, que ce soit IA générative de texte, images, tout, elles sont toutes américaines, sans exception. Ok, bon, maintenant qu'on sait que toutes les données vont aux US, c'est comment est-ce que l'humain peut faire barrage pour justement permettre d'avoir des données, de ne pas envoyer toutes les données confidentielles à ChatGPT directement ou à d'autres outils d'IA et peut-être faire le travail d'anonymisation en amont Il y a le système D, oui. Tu anonymises en amont. Donc, soit à la main, mais c'est très fastidieux, soit via un outil comme Dict AI, qui est très bien, dont tu as parlé juste avant. Merci. Si toi aussi, tu te mets à faire la pub de Dict AI, je suis fan. Je suis fan. Français en plus. Français, donc, souverain, anonymisation des données. Très mais si vous voulez que je vous montre, écrivez-moi, je vous ferai une petite démo. Mais Dict AI, c'est vraiment l'outil, parce que je vous vois tous là en coaching balancer toutes les données privées des clients dans ChatGPT. Ça, c'est no-go. Hein. Donc, pour ça, les avocats, ça me fait penser, tu vois, à quelqu'un qui avait commenté, qui avait mis un commentaire sous un de mes posts et qui disait, bah oui, il y a quelqu'un qui a déposé son brevet dans ChatGPT et qui m'a demandé, bah voilà, de le relire. Mais quelle idée, quoi. Enfin, à quel moment tu vas déposer un brevet dans ChatGPT, ça me paraît. Parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Ouais, mais c'est parce qu'il y a ce travail d'éducation sur Internet. Donc il y a ce travail d'éducation du coup qui est pas du tout fait encore et quand même. Enfin moi ça me choque effectivement, mais si tu fais pas le travail d'éducation, donc toi ça va, ta cible elle est les avocats oui, plus, mais certains même c'est presque trop. Le secret professionnel ils sont obnubilés par ça presque trop parce que le secret professionnel date en fait. Ça date il y a très longtemps. Sauf que entre cette date et aujourd'hui, il n'a pas évolué tant que ça. Sauf qu'à l'époque, le secret pro, donc le secret pro, c'est quoi ? C'est le secret des correspondances et des échanges entre un avocat et son client. Point final. Un médecin a le même. Ouais, ce qui est fair enough quand même. Oui, mais aujourd'hui est arrivé Internet et les échanges, et ça a tout changé en fait. Quand tu partages un contrat sur Outlook, c'est Microsoft, c'est américain. Oui, ça peut être hébergé en France. Oui, on a la version entreprise. Mais est-ce qu'on peut dire, si on est vraiment très, très, très strict, très pointilleux, que tu as respecté le secret pro. Outlook, que veux-tu ? Il faut bien envoyer des mails et y répondre. Et les alternatives sont toutes américaines. Presque toutes. Oui. Mais après, c'est une chose de faire ça, de répondre aux mails, une chose de balancer tout ton contrat avec les informations de ton client, le numéro de SIRET et tout le blabla dans ChatGPT. Ça, c'est ça n'a rien à voir. C'est une violation claire et nette du secret professionnel, quoi. Parce qu'Outlook a réussi à sécuriser, à sanctuariser certaines choses. Mais ça reste quand même un outil américain, donc il y a un risque qui est minime, mais il y a toujours ce risque, il y a un transfert et que le gouvernement américain puisse accéder à ça. OpenAI, c'est sûr que c'est pas très clair, tout en sachant quand même qu'il y a des partenariats, il y a un gros partenariat Microsoft-OpenAI, donc certains disent que les deux boîtes sont confondues et que peut-être même qu'un jour Microsoft rachètera OpenAI, et là on fera quoi ? La semaine prochaine, on retourne à Paris, former un cabinet, ChatGPT, c'est non. Voilà, c'est que Copilot, Claude, parce que Claude, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Ils se fondent sur l'éthique depuis le départ. Les deux fondateurs sont partis en 2019 pour deux raisons. C'est que, Microsoft arrive au capital, ils ont dit non. Et surtout, on est passé de fondation à but non lucratif à entreprise. Tu parles OpenAI ? Oui. Donc, ils ont quitté OpenAI pour fonder Claude parce qu'ils ne voulaient pas, justement, que ça devienne une boîte. Voilà. C'est pas ces IA-là qui vont faire de l'éthique, c'est l'humain qui va faire l'éthique derrière. Donc, en fait, moi, ça me fait doucement rigoler, tu vois, non, il ne faut pas utiliser ChatGPT. Alors, pour certaines raisons, je fair enough. Mais en fait, c'est coach plutôt tes équipes à l'utiliser de manière sécure, tu vois, à avoir des vrais outils de transcript, d'anonymisation des données ou même d'autres outils pour que ça puisse avoir un impact. Parce que, en fait, quel que soit l'outil d'IA, tes données, elles partent dans la nature, elles partent pas chez toi en tout cas, tu vois. Pareil, moi, j'ai la version Teams, c'est pas pour autant que je fais faire n'importe quoi, tu vois. Donc pour moi, en fait, quels que soient les outils d'IA, c'est plus l'humain qui. Si tu les crois, tu pourrais le faire. Hein. Mais tu les crois pas. Attends, je suis désolé, on va regarder les CGV. Je sais pas, parce qu'en fait, si vraiment ils mentent, ça pourrait leur causer de
très gros problème parce que tu fais payer plus cher à des boîtes. C'est pas tant le mensonge, tu vois, du fait de l'entraînement des modèles, c'est plus le fait que une fois que ton input est dans l'IA, quoi qu'il, en fait, on sait pas dans quelle main ça va, tu vois. Donc après, c'est pas grave si tu veux savoir quel post faire sur ta nouvelle machine à café. Bon, c'est pas dramatique, tu vois. Mais si c'est des choses privées, bon, on sait pas dans quelle main ça arrive. Un brevet, oui, ça. Donc au-delà de l'entraînement des modèles, bon, tu vois, faut faire quand même attention à ce que tu mets. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'OpenAI est pire ? Oui, sur un côté, c'est le côté start-up. Ils perdent du fric, énormément. Donc, ils doivent aller très vite. Et donc, quand tu vas aller très très vite, il y a un côté sécurité qui peut partir. Et au passage, il y a 2-3 personnes d'OpenAI assez importantes qui sont parties pour des raisons de sécurité. Ah mais donc, absolument. Il y a un sujet. Ah mais il y a un sujet, mais 100%. Et pour moi, ce sujet, si tu vas un peu creuser, donc il est absolument là chez OpenAI, d'où le rempart humain. Tu vois, c'est comme la cyber, hein, c'est l'humain qui clique sur le bouton, quoi. En soi, pourquoi les gens prennent Copilot ? On en parlait là, tout à l'heure. Les gens ils prennent pas Copilot parce que c'est génial Copilot, pas du tout. Les gens ils prennent Copilot parce qu'ils ont la suite Microsoft. Exactement. Et du coup c'est plus facile d'intégrer Copilot, même s'ils t'appellent pour te dire que Copilot c'était pas foufou. Et 100%. Tu vois, donc comment vraiment les personnes peuvent utiliser les outils comme ça, même en tant qu'avocat, en respectant ce secret pro, c'est vraiment leur dire que les données confidentielles, personnelles et protégées par le secret, une IA n'en a pas besoin en fait. Ouais, donc typiquement, la personne à qui j'ai fait l'assistant politique de confidentialité, il n'y a aucun lien en fait. Parce qu'après, elle va rajouter les éléments qu'il faut. Et souvent, les éléments, c'est très simple, ça va être nom, prénom ou nom de la boîte, adresse s'il y a indiqué, nom du produit, ça c'est important, parce que le RGPD ne protège pas les données professionnelles, et ça il y a peu de gens qui le savent, c'est que les données personnelles, et toute chose qui rattacherait ou qui pourrait se dire que ok, cette politique-là est destinée à cette entreprise-là. Pareil, ce qu'on disait sur les propositions commerciales, je suis pas en train de dire nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse email. Sirette, on s'en fout de ça. Tu fais une note vocale à ton assistant IA, quel qu'il soit, que ce soit les politiques de confidentialité, je l'ai pas celui-là, mais je pense qu'on pourra se faire un petit échange d'assistants IA. Ce qu'il faut, qu'on a déjà un peu parlé, c'est du contexte. Donc il faut. Alors ça, les avocats et jurys sont assez forts parce que je remarque en formation, c'est les professionnels qui ont parce que je fais pas que ça, mais c'est les professionnels qui ont le plus de facilité à prompter en fait et à apprendre à utiliser ça. Pourquoi ? Parce qu'en fac de droit, on apprend à faire des cas pratiques, à vraiment résoudre un problème de droit par rapport à des faits. Et donc, comment on fait ? On fait la méthode de l'entonnoir. Et les avocats et juristes, quand ils travaillent, ils ont toujours ça, ils font la méthode de l'entonnoir. Donc on fait une recherche large, puis on réduit, on précise, on fait que ça. Et parler à une IA, c'est ça en fait. C'est-à-dire on précise. Et parfois... Rôle, contexte, tâche... Alors, comme... Je pense qu'il y aura... Alors oui, c'est vrai que moi, j'aime bien encore, parce qu'ils aiment bien le voir, parce que pour eux, c'est parlant, la théorie du prompt, ça va vite. Hein. En 5 minutes, c'est fait, mais ils aiment bien avoir un rôle, objectif, format s'il faut, contexte, voilà. Mais je leur dis aussi que on est là en novembre 2024, le prompting de novembre 2024 par rapport à novembre de 2022 a évolué. Et le prompting en novembre 2026 n'aura rien à voir avec le prompting qu'il y a aujourd'hui. Ça va très très vite. Et que petit à petit, mettre « je suis un avocat » ou « tu es un avocat très expérimenté », blablabla, ça ne servira à rien. Parce qu'une IA, en fait, soit elle saura, elle n'aura pas besoin de ça, soit, et je pense que c'est mieux, ce sera déjà indiqué dans un assistant. Par contre, dans les autres professionnels que j'ai accompagnés, contextualiser peut être difficile. Et il y a des personnes, il leur faut faire parfois 10 à 15 échanges pour qu'enfin, ils aient la réponse qu'elles souhaitent, parce que il manquait toujours un élément. Non, il faut ça, non, il faut ça, non, il faut ça. Et la note vocale dans tout ça, pourquoi est-ce que personne utilise les notes vocales ? Ça, je comprends pas, parce qu'en soi, c'est ce qu'on disait. Tu as un assistant IA prompt engineer, tu lui donnes le contexte, à note vocale, il te rédige ton prompt, terminé, quoi. Et après, tu peaufines un peu s'il y a des éléments que t'as pas compris. Il y a aussi le formateur qui doit inciter à ça. C'est que moi, j'incite pas trop à ça encore. Donc, c'est plus, moi, entre guillemets, le problème.
Donc, et c'est vrai que c'est pas question de problème, je pense, c'est une question de manière de. C'est parce que bon, voilà, moi je préfère parler, tu vois, à l'IA, tu vois, donc je pense pas qu'il y ait de bon ou mauvais, tu vois. C'est que moi je préfère écrire. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. C'est vrai que chaque personne, voilà. Ouais. Mais par contre aussi, les avocats ont du mal à faire ça. Ouais. Et je pense que dans le marketing, c'est beaucoup plus simple de parler en fait, de discuter avec les personnes. Et au contraire, je remarque, parce que j'ai formé des marketeurs. Écrire, c'est pas toujours simple. En fait, ils savent écrire, mais contextualiser, ça peut être très très dur. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, je pense que contextualiser, pour savoir un peu ce que ça veut dire, c'est globalement donner un peu du contexte sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est aussi l'intention. Avant de commencer un prompt, avant de commencer à peine à demander à l'IA je ne sais quoi, c'est déjà de savoir qu'est-ce que je veux essayer de faire. Qu'est-ce que je veux essayer de faire et qui je suis. Et donc le contexte, ça va être, tu me dis peut-être si toi tu auras d'autres éléments qui te viennent en tête, mais c'est qui je suis, quelle est la situation dans laquelle je me trouve, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je cherche à faire, etc. Donc c'est tout le contexte, d'où la partie vocale, en tout cas moi que j'aime bien, c'est parce qu'au moins tu peux t'exprimer librement sans avoir les idées qui sont toutes structurées dans un sens, et tu peux donner un maximum de contexte. J'ai tous les assistants IA sur mon téléphone, assistant IA proposition commerciale, blablabla, bah voilà on va faire tel ou tel projet, assistant IA création de contenu, bah j'ai envie que tu me rédiges ça, assistant IA éthique, advisor, ok bah j'ai besoin d'une question sur ça, et en fait en un clic, ok c'est bon, c'est réglé. Donc quel type d'assistant on peut avoir dans le droit? Le premier assistant qui me vient, que j'ai fait, c'est les assistants de rédaction au sens large. Donc ça va être des contrats, des statuts, des politiques de confidentialité, des CGV, des CGU, enfin plein de choses. Il faut faire des choses très précises parce que les avocats ont peur de deux choses. La première, on en a parlé longuement, c'est le secret pro, mais les deuxième, c'est les hallucinations. Ça, c'est quelque chose qu'ils veulent pas voir, et c'est pire chez les avocats qu'ailleurs, parce que d'autres, ok, c'est pas grave, parce que j'en connais qui ne vérifient pas. Alors, pas les avocats. Hein. Ça, c'est no-go. Et ça, c'est si vous ne vérifiez pas les informations de ChatGPT, dites-vous si vous n'êtes pas sûr, parce que parfois, on peut être sûr. Oui, non, parfois, ça va couler, ça va couler de source. Et les avocats, ils disent, moi, je veux bien utiliser ça, tu me l'as dit, c'est très très bien, mais assure-moi qu'elle ne va pas inventer quoi que ce soit, parce que pour moi, ça, c'est pas possible. Parce que si je dois qu'elle me fasse ça et que je dois tout revérifier, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un assistant. Donc pour ça, en fait, tu sais le faire, tu vas l'enfermer dans un cas d'usage précis. Donc tu dois faire deux choses, en gros. C'est des instructions ultra précises. Donc ça prend du temps à faire. Hein. C'est pas... ça dépend. Alors, franchement, moi j'ai un GPT Creator, je fais une note vocale, pareil, le GPT il est fait. Et après, ça prend du temps de tester, d'affiner, tu vois, c'est tout l'aspect. Je me suis mal exprimé, mais oui. C'est tout l'aspect métier, tu vois, qui, je pense, qui prend du temps, long. Tu vois, en fait, voilà, d'identifier. Mais après, les instructions, elles peuvent se faire facilement. L'IA, c'est pas un petit, t'arrives à coder, etc. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pas du code. Pour moi, c'est du business que j'applique au monde de l'IA, et c'est juste des instructions, bien ficelées. Alors moi, j'ai une technique où, en gros, allez, balance-nous ta technique. Non, mais en fait, allez, Benjamin. C'est un assistant. Donc, en fait, tu demandes tout simplement à ChatGPT ou à Claude ou à autre chose. Voilà, tu fais ça. Je comprends pas. Relis tes instructions. Dis-moi ce qui va pas. Et en fait, il reste bien focalisé. Et en fait, il me dit souvent, là, il manquait ça. Ah, très bien. Donc, parfois, il suffit juste d'une virgule et de quelques mots, et ça change tout. Et j'ai pas dit insérer un modèle aussi, ou deux. C'est-à-dire, c'est très important pour que une IA ait quelque chose pour l'inspirer. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'elle s'inspire. Une structure. Quand on dit modèle, c'est plus structure. Et bien préciser. La possibilité aussi de combiner avec des outils comme Perplexity, si c'est des normes un peu plus... Non, pas trop. Alors, que c'est pas les trop, dispositions juridiques, oui. Alors, justement, j'en parlais ce matin, justement, où des personnes me disent, non, mais moi, j'ai fait Perplexity et tout. En fait, pour les dispositions, oui. Donc, pour les lois, décrets et tout ça. Par contre, le cas d'usage ultime pour les juristes, ça reste la jurisprudence. Et ça, ChatGPT, Claude et toutes les autres, c'est catastrophique. On arrive à corriger ça avec l'accès à Internet, mais il faut vraiment insister que la seule source, si c'est en France, que la seule source qu'on veut, c'est Légifrance. Alors pourquoi ça marche pas ? Parce que certains se disent, mais pourtant, tu m'as dit que c'était très bien et tout, ça marche pas. En fait, c'est simple. La jurisprudence, c'est plus de 2 millions de décisions par an en France. C'est une base qui se met à jour en permanence. Et tu peux télécharger la base. C'est pas confidentiel, ça ? Alors non, mais... non, vu que c'est public. Alors non, tu es là en open data maintenant, mais d'ailleurs, je participais au projet quand je travaillais à la
Cour de cassation à l'époque, ça a mis 7 ans. Donc tu as accès à ça, tu as Légifrance, tu as les éditeurs juridiques type LexisNexis, Dalloz, Doctrine qui ont accès à tout, mais ce sont des outils très très chers. C'est les plus performants pour ça, mais ils sont très très chers. T'es à entre 2000 et 3000 euros par an. Aujourd'hui, les assistants IA de LexisNexis et Doctrine font ça parce qu'ils ont la base. En fait, ils ont une base où tu peux juste demander, voilà, j'ai ce cas-là, donne-moi 5 jurisprudences qui pourraient être avantageux. Maintenant, on est d'accord que tu as ces petits assistants, ça te permet de rédiger tes contrats en un clin d'œil à quelques subtilités près, bien entendu. Est-ce que le coût horaire d'un avocat devrait rester le même ? Pour moi, oui. Pour toi, oui, ok. Bah, je partage un peu ton avis, hein, si effectivement tu. Mais bon, par exemple, ce que je me dis, c'est ok, mes CGV, je peux les faire toute seule. VS, quelqu'un qui me paye, qui me coûte 3000 euros. Est-ce que. Alors, c'est là, en fait, j'ai eu ces discussions avec les avocats. Mais je te dis ça avant de finir ça. C'est que je pense que quand même il y a toujours des subtilités. Et tu vois, moi par exemple, j'ai payé pour les subtilités, pour l'expertise humaine. Mais bon, j'ai quand même envoyé un mail en disant, je sais pas si vous utilisez ChatGPT, mais pas moi quoi. Alors, j'ai eu ces discussions avec des avocats parce qu'il y a des stats qui sortent où il est démontré que les tâches juridiques font partie des 3 plus automatisables. Alors ça ne va pas dire grand chose. C'est une étude de Goldman Sachs, je crois, qui date un peu. Enfin, elle est de 2023, mais en IA, ça va tellement très vite que 2023, ça date, où c'était indiqué que 44% des tâches juridiques pouvaient être automatisées. Les 2 seuls qui étaient devant, c'était service client et traduction. De plus en plus d'avocats sont en train de se former aux outils parce qu'ils se disent que si un non-avocat ne me remplace pas, ça va être un avocat en fait, c'est-à-dire un avocat qui va utiliser un outil comme ça. Et au Maroc, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas un monopole. Et donc, il y a plein de boîtes qui se créent et qui créent déjà des assistants IA qui font les CGV et CGU et ils ont peur. Pas du tout. Et ils ont peur. Ça m'étonne, mais c'est d'une simplicité. C'est ça. Et là, en fait, la discussion que j'ai eue donc, avec eux, avec des personnes que j'ai eues en visio pour l'accompagnement là, que je prépare, elles me disent, ces personnes, moi je veux une IA pour me faire, je cite, les tâches à la con. Je veux une IA parce que souvent les personnes qui sont seules n'ont pas forcément d'argent, même pour avoir un stagiaire. Ou alors elles ont un stagiaire, mais pour faire le même taf qu'elles, parce qu'elles ont tellement de travail. Alors attention, parce que le stagiaire, c'est comme mettre un commercial junior là en SDR. Mais ça, bon, en fait, c'est de notoriété public, les stagiaires qui travaillent avec une seule personne, donc un avocat où ils sont 1 ou 2, le stagiaire il apprend un peu, mais il gère aussi plein de choses parce qu'ils ont tellement de taf. C'est la personne juridique qui doit faire le taf avec l'IA parce que c'est elle qui a les insights métiers, tu vois, c'est elle qui va pouvoir la guider. Le stagiaire, aussi bon soit-il, hein, ça se trouve, mais il n'aura pas toutes les subtilités du droit, tu vois, qui vont faire la différence. Il y a tout qui est urgent en fait. Et donc pour ça aussi une IA pourrait vraiment aider pour séparer l'urgent de l'important du non important. Ça me fait penser à justement un assistant IA justement où globalement tu lui fais une note vocale où tu l'écris, tu dis bon voilà je suis débordé, j'ai tout ça à faire, et après il est paramétré avec tes équipes, à qui est-ce que tu peux déléguer, etc. Et du coup en fait il va te dire ok ça c'est urgent, ça c'est à traiter maintenant, ça tu peux déléguer à telle personne, ça tu peux le mettre dans la to-do list ou autre, et ça va te structurer pour un peu mieux organiser ton planning et mieux organiser tes priorités. C'est marrant, mais tu vois, les gens viennent en général te voir, je veux tout automatiser. Mais en fait, automatiser des trucs, mais surtout qu'il n'y a même pas de process en place, tu vois. C'est pas déclaré déjà sur papier, donc on va pas automatiser forcément ce genre de choses. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, il y en a qui me disent, moi je vais faire ça. Attends. On se pose, on fait un audit. Il faut vraiment que tu me donnes les usages, les tâches pour lesquelles tu penses que l'IA, elle t'aiderait. Et là, on arrive déjà à dégager 5 à 6 tâches. Après, on itère. Et là, on voit que c'est vraiment ces 2 ou 3 tâches-là qui changeraient énormément de choses. Et là, on se dit, on va prendre elle, parce qu'elle semble vraiment la plus importante, et c'est vraiment elle qu'on va implémenter. Et d'abord, il faut que tu maîtrises cette tâche-là en premier, et peut-être que cette tâche va te faire gagner juste une tâche, 1 à 2 heures par jour. Le diagnostic est hyper important
En fait, pour moi, la partie diagnostic, elle va être hyper importante pour les solutions que tu vas customiser, tu vois, pour définir les personas en détail, un peu aller creuser la stratégie, savoir comment est-ce qu'on va structurer l'assistant IA. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a une facilité déconcertante pour écrire pas mal. On est pas mal sur la création de contenu, mais pour écrire pas mal de documents, même s'il faut toujours un professionnel, qui va être là pour vérifier. Est-ce qu'on peut laisser nos décisions de justice à une IA ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je sais qu'il y a déjà des cas d'usage qui sont entre guillemets en place en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses ? En gros, qu'une IA remplace le juge. Je n'oserais pas le dire comme ça, mais c'est déjà, il y a déjà des IA sur ces sujets-là. Oui, j'avais lu aux États-Unis, non ? Ouais, aux US, ouais. Le premier, c'est la prédictabilité. Donc, ça existe. Il y a par exemple une start-up française, qui n'est plus une start-up maintenant, qui s'appelle Predictis, qui s'est spécialisée dans ça. Alors, elle ne fait pas que ça, mais elle s'est spécialisée avec ça, où elle permet, avec des statistiques, de prédire statistiquement quelle décision va rendre le juge par rapport à des faits. Mais c'est des stats très neutres, c'est très objectif. Donc ça existe. Ce dont tu me parles va beaucoup plus loin, en fait. Et en fait, là, on va faire des stats subjectives sur des personnes. Parce qu'après, il faut séparer. Est-ce que c'est des personnes morales, où là, a priori, il y aurait moins de problèmes, je pense, qu'on pourrait arriver à des prédictabilités subjectives, parce que ça reste, entre guillemets, que des entreprises. Mais tout le problème arriverait quand on va arriver aux personnes physiques. Et là, on va dans des dangers extrêmes. Et pour le coup, ça va être interdit en Europe. Moi, je suis très objectif. J'ai tellement critiqué ce règlement parce que je pense que pour l'innovation européenne, ça va prendre. Mais d'accord, l'innovation européenne, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, s'il n'y avait pas l'IA Act qui était venu pour un peu mettre des standards pour toute l'Europe et pour tout le monde, tu vois, en fait, on serait en mode YOLO, tu vois. Alors oui, mais le problème, c'est que... je dis pas que l'IA Act est parfait sur tous les points et dans tous les cas, ça va se travailler au fur et à mesure. Mais moi, je suis plutôt fier de l'Europe qui se positionne, tu vois, comme leader sur le fait et qui s'est toujours positionné comme leader, tu vois, en tout cas sur ces thématiques de réglementation, qui permet au moins d'avoir un standard. C'est ça le problème, c'est que et si on est leader dans quelque chose, on est leader pour faire ça, oui. Non, le problème de l'AI Act, alors pour le coup, je dis que c'est très bien rendre des décisions judiciaires par rapport à des comportements d'une personne et tout. J'ai plus le terme exact, mais en gros, tu peux pas le faire. Voilà. Et c'est très très bien. Pour revenir à ton cas, si on le programme pour prendre une décision par rapport à ce qu'elle sait sur une personne, par rapport à ses comportements, voire par rapport à sa génétique, mais c'est catastrophique en fait. Dans la majorité des cas, ça marchera. Ouais. Sauf qu'il y aura peut-être un cas, imagine un État qui applique peine de mort, elle pourrait, c'est même pas se tromper, c'est que son interprétation, c'est-à-dire comme elle a aucune âme, aucune sensibilité, la personne pourrait avoir des circonstances atténuantes que seul un humain pourrait juger atténuante. Mais bien sûr. Et l'IA dira non, parce que elle, en fait, oui, mais tu m'as dit de faire ça. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur l'IA. Est-ce que l'IA est dangereuse ou pas ? Non, mon Dieu, etc. Faut pas. C'est nous qui créons ça, en fait. C'est l'humain qui est derrière l'IA qui va piloter les décisions, qui va pouvoir faire de la propagande, qui va pouvoir faire X ou Y chose. Mais l'IA en elle-même, ça bouge. Enfin, on n'y est pas encore. Écoute, Benjamin, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que en soi, un moldu, comme on les appelle, qui est vous et moi, on peut tous faire nos conditions générales de vente et déjà travailler avec des solutions IA personnalisées, pouvoir rédiger une bonne partie de nos documents, mais il faut quand même bien évidemment les insights métiers qui en découlent. Merci d'avoir souligné l'aspect confidentialité des données qui me tient particulièrement à cœur, de m'avoir présenté tes 2 nouveaux GPT qui vont bientôt rejoindre ma liste. Voilà, c'est une super idée. Et dis-moi, comment est-ce que les internautes peuvent te retrouver ? Sur LinkedIn, je publie chaque jour. Benjamin Alouche. C'est ça.
sans E à la fin, parce qu'il y en a qui mettent un E. Et sans H au début. Sans H au début, oui. j'ai un site internet, benjaminhalouche.com. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tes insights dans le droit. Moi, je trouve ça très bien. C'est moi qui te remercie. D'avoir eu tous ces insights. Et ben, écoute, je ne te souhaite que d'une seule chose, c'est d'être heureux, d'avoir ton refuge pour chiens. Ah oui. On en a parlé avant. Parce que je sais que c'est un futur projet que tu mèneras. Et j'espère, avec l'intelligence artificielle, j'espère que mes petits assistants IA vont t'aider à créer ton offre, faire ton branding, faire tout ce que tu veux. Je le ferai, mais avec grand plaisir. Et voilà, hâte de te retrouver sur LinkedIn et que tu partages un peu ton quotidien d'entrepreneur passionné par l'IA comme moi. Merci, c'était super cool. Avec plaisir.